Je ressentais une véritable reconnaissance pour les collègues d'avoir changé la destination dans l'organisation de cette discussion, puisqu'au début, le modèle qu'on voulait suivre était un séminaire qu'on avait tenu à HEM sous la direction de CECS et qui nous avait permis d'étudier certains aspects de l'œuvre de Hodgson. Pourquoi je pense que Hodgson mérite l'étude aujourd'hui? C'est parce que je trouve qu'il est scandaleux, je le dirais clairement et sans exagérer, qu'il est scandaleux qu'on continue à l'ignorer jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que l'œuvre est impressionnante, par exemple l'œuvre principale, les 3 volumes font au total presque 2000 pages, et que son anglais n'est pas des plus faciles à comprendre, mais quand même, il est scandaleux à mon avis qu'un monument du savoir tel que Hodgson reste complètement ignoré dans la population qui a fait l'objet de ces études. Comme l'a rappelé notre ami Moudin, Hodgson est un historien américain. Il a travaillé surtout à l'université de Hodgson. Et il a été membre d'un comité très important qui a eu beaucoup d'influence par la suite, le comité des sciences sociales à l'université de Chicago. Il en a été un peu le coordinateur après un autre homme très illustre, après William McNeill, l'auteur d'un ouvrage massif sur l'histoire mondiale. Donc Hodgson, comme on l'a rappelé, est décédé prématurément. Il avait 46 ans en 1966 ou 68, il me semble, 66. Et donc, avec sa perte, on a perdu parce qu'il avait d'autres projets très importants. L'ouvrage, d'ailleurs, n'a pas été fini par lui-même. Il a été repris, le travail. Et là, il faut saluer autant, à mon avis, la dédication, le travail des collègues de Hodgson, puisqu'ils ont consacré 5 ans de leur vie, si vous voulez, rien qu'à reprendre les articles qu'il avait réunis et à les travailler, à ajouter des illustrations, etc. Donc un travail, un chantier énorme. Et l'effet dans le monde musulman me paraît quasi nul. Alors, il y a eu, certes, de l'intérêt pour lui chez nous, est là pour le dire. Il a publié il a traduit vers le français des articles de Hodgson et il a publié par la suite un certain nombre d'études sur Ibn Khaldun, etc. Donc, je ne voudrais pas m'attarder là-dessus. Hodgson, je voudrais juste signaler, en ce qui concerne la personne de Hodgson, qu'il était un Quaker. Quaker, c'est-à-dire qu'il appartenait à une église chrétienne qui était une branche de l'anglicanisme, qui s'était révoltée contre tous les rituels, contre tous les dogmes du christianisme, et qui tenait à ce que, enfin pour eux, toutes les religions comportent une sorte de lumière pour les Quakers. Quaker, ça veut dire le Mu'tajifoun. Mu'tajifoun min khashiyatillah, si l'on peut dire. Alors, Quaker, et j'en ai connu quelques-uns, ils sont toujours des individus remarquables par leur dédication au savoir, vraiment aux relations les meilleures qui puissent exister entre religions, etc. Donc, alors, Ibn Khaldun, je ne m'aventurerai pas à dire qui il était, puisque j'ai à côté de moi l'autorité qui peut en parler. Ibn Khaldun s'est illustré non pas pour avoir repris les narrations de ses prédécesseurs, mais plutôt pour avoir proposé des concepts nouveaux. Et là, il est temps, à mon avis, de dissiper un grand malentendu. Jusqu'à présent, les historiens se sont dit, beaucoup d'historiens se sont dit que leur travail est de s'intéresser au concret, aux faits de l'histoire, c'est-à-dire aux faits singuliers, des faits singuliers situés dans le temps et dans le lieu, et qui n'est pas de leur travail, il ne relève pas de leur mission d'essayer de prendre du recul ou d'essayer de ramasser des données historiques dans le cadre de concepts ou de choses de ce genre-là. Là, il me semble qu'il y a, la confusion vient de ce qu'on prend, l'aspect conceptuel du travail des historiens, on le prend
pour de la philosophie de l'histoire, à la manière de Hegel ou de Toynbee, etc., ou même de Fukuyama, qui voyait dans l'histoire une sorte de processus où la raison se manifeste dans l'histoire, pour reprendre l'expression de Hegel, où on voit qu'il y a un processus qui a une finalité, qui a une fin. Il y a toujours une fin de l'histoire, une finalité, et que tout ce que nous voyons n'est que ce sont des tentatives d'approcher le processus tel qu'il se déroule devant nous. Je pense que ces philosophies d'histoire ont eu leur temps et sont maintenant devenues quasiment démodées. Je le dis clairement, il ne me semble pas que quelqu'un puisse maintenant revenir à ces conceptions de l'histoire telles qu'elles étaient proposées, encore une fois, par Hegel ou par Toynbee ou par Fukuyama, le dernier hegelien qui sont. Donc, Ibn Khaldun s'était distingué de ces approches en proposant lui-même des concepts nouveaux, l'Asabiya par exemple, l'Amran al-Hadari, l'Amran al-Badawi, ce sont des concepts qui sont créés à partir d'observations concrètes. C'est là que il me semble que Ibn Rushd Ibn Khaldun, pardon, a vraiment apporté quelque chose de vraiment nouveau, c'est de dépasser les narrations à la fois, si je puis dire, par le haut et par le bas en essayant de compiler tout sur des observations concrètes, et par le haut en essayant de donner aux observations, aux données rapportées par les historiens ou les chroniqueurs, de leur donner cette dimension conceptuelle, etc. Donc, pour Ibn Khaldun, il y a 2 pages qui me semblent avoir été ignorées par beaucoup de collègues qui se sont intéressés à lui et qu'il me semble aujourd'hui important de se rappeler. 2 pages où il observe un fait et où il nous dit que la langue parlée, dans le Maghreb, n'a rien à voir avec l'arabe. C'est l'expression de Ibn Khaldun que je cite. الدارجة من اللغة التي نتكلم بها اللغة التي نتكلم بها كل نهار أنها لغة قائمة بذاتها وليست elle n'est pas une forme diminuée, une forme qui n'accepte pas les règles, qui est une forme, comment dirais-je, une forme plus basse du parler arabe. Elle n'est pas dérivée de l'arabe. Et là, je pense que les historiens ont beaucoup de travail à faire. Le travail de gros chantiers sur lesquels il est important qu'ils prennent un peu de temps pour le travailler. Donc, alors je vais essayer de donner dans le désordre des exemples de concepts introduits par Hodgson et qui vraiment nous interpellent aujourd'hui. Il nous dit par exemple que l'histoire est une science idiosyncratique plutôt que nomothétique. Elle ne cherche pas à dégager des lois générales de ce qui se passe, comme la physique ou la chimie, etc. Mais elle est toujours basée sur des observations portant sur des faits concrets qui sont toujours situés dans le temps et dans l'espace. Donc ça, c'est très important. Mais pour lui, il y a 2 genres d'historiens. Il y a ceux qu'il appelle des exceptionnalistes, ceux qui s'intéressent aux exceptions, et ceux qui sont intéressés par les cas normaux. L'histoire sociale, par exemple, l'histoire, disons, qui ne cherche pas à saisir ce qu'une culture apporte de distinct, ce qui en fait quelque chose, une réalisation qui s'est produite à un moment donné et qui n'aura plus lieu par la suite. C'est cela il y a une allusion peut-être ici à une théorie qui s'est implantée parmi les spécialistes, celle qui consiste à dire que, par exemple, l'évolution des espèces est la même partout, sauf pour l'homme. Pour l'homme, elle s'arrête à un moment donné parce qu'il y a la culture qui vient prendre le relais des mécanismes instinctuels, etc., qui définissent l'évolution. Donc, cette allusion à cette conception me paraît peut-être faire partie des choses les plus discutables chez Hodgson,
mais il n'empêche, elle est là. Pour lui, il s'intéresse aux exceptions. Il s'intéresse à ces athlètes, à ces héros, si je puis dire, culturels, qui ont été les grands créateurs dans les civilisations. Et ici, je voudrais attirer l'attention sur le sous-titre de Lionel Hodgson, c'est The Venture of Islam, qui ne veut pas dire aventure, comme on l'a traduit en arabe, et qui veut dire plutôt un pari, une sorte de pari ou de défi de l'islam, etc. Donc le sous-titre, c'est Conscience et histoire dans le cadre d'une civilisation universelle. Donc il veut voir l'histoire et la conscience que les intéressés ont de leur propre histoire. Et ça, c'est une approche qui me paraît extrêmement originale et très, très productive. J'en viens à un autre concept qui me paraît essentiel, c'est celui de islamique, islamdom, etc. Il remarque que lorsque nous parlons du christianisme, de ce qui se passe dans les contextes chrétiens, il existe plusieurs termes, ça peut paraître de la sémantique élémentaire, il existe plusieurs termes pour les dire. Par exemple, il y a le christianisme qui est l'ensemble des croyances, des rituels, etc. Il y a la chrétienté qui est l'ensemble, c'est l'histoire des sociétés qui ont embrassé le christianisme. Et pour l'islam, on n'a pas cette distinction, ce qui fait, et je crois que c'est là une trouvaille majeure chez Hodgson, ce qui fait qu'il y a beaucoup de confusion, de problèmes dans les débats entre musulmans. Par exemple, Ali Abdelrazek, tout ce qu'il a voulu faire dans son ouvrage, c'est de dire que le grand tournant de l'histoire des musulmans s'est produit un peu avant ce qui est resté dans les consciences dans les musulmans. Ce n'est pas la fin de Khilaf al-Rashida qui constitue une sorte de chute ou une sorte de perte de légitimité, etc., du pouvoir, mais plutôt ça s'est passé avant. La coupure s'est passée au moment du décès du prophète. Là, je crois que d'un point de vue purement théologique ou de théologie élémentaire, on ne peut qu'être d'accord avec Ali Abdelrazek, parce que pour les musulmans, il y a ce concept de scellement de la révélation, de fin du rapport entre le surnaturel et le naturel qui se produit à la mort du prophète. Donc les musulmans sont un peu abandonnés à eux-mêmes, si l'on peut dire, ils sont entre leurs. Et c'est une conception très importante, mais que les musulmans continuent de débattre. Et ce passage inconscient du fait historique ou de la série du processus historique que les musulmans ont commencé et qu'ils ont essayé de construire à partir de la révélation coranique, etc. Et la confusion avec les processus historiques eux-mêmes ont continué à créer des problèmes pour eux, parce que maintenant la norme, on ne sait plus où elle se situe. Pour certains, la norme islamique, elle doit être restreinte aux textes qui ont été laissés par le prophète, évidemment, avec tous les outils et les moyens que procure maintenant la critique historique. Ça nous permet d'avoir une autre vision de cette histoire-là. Et puis, ce qui est venu après, le processus historique qui a été commencé et qui est un processus, si je puis dire, historique normal, qu'on pourrait approcher de manière tout à fait normale. Donc, à ces concepts de islam d'homme qu'il propose d'ajouter, pour parler de l'histoire des musulmans, il en ajoute un troisième. Il ajoute le concept de islamicate. Il a pris un peu le modèle d'un concept de italianate, c'est-à-dire quelque chose qui porte le style d'une culture ou d'une civilisation et qu'on pourrait, disons, qui n'est pas nécessairement faite ou produite par des gens qui appartiennent à cette culture, à cette religion, qui peut être le fait d'autres individus, de juifs comme il y en a eu tellement dans l'histoire des musulmans. Et là, il y a aussi une autre observation, comme j'ai dit, je vais les donner dans le désordre, si vous permettez tel désordre. Là, il introduit une autre observation selon laquelle, disons, cette première révélation semblait adresser un défi à tous les hommes de son époque, quelle que soit leur appartenance culturelle, quelle que soit la langue qu'ils utilisaient. C'est pour cela que l'islam a pu
si l'on peut dire, se déplacer très vite. Il a pu ramener plusieurs sociétés ensemble et les faire sentir que leur identité réelle était l'identité religieuse et non pas l'identité nationale. Cet espace qu'il a appelé de l'Oxus au Nil est devenu un peu le centre de gravité de tout le monde musulman. Pour lui, tout le monde musulman a connu plusieurs déplacements, le monde musulman, plusieurs déplacements des centres de gravité. Il refuse l'idée de Toynbee qui considère qu'il y a eu 3 civilisations chez les musulmans, qu'il y a eu une civilisation arabe, qu'il y a eu une civilisation persane et une autre ottomane, si l'on peut dire. Et lui-même commence dès le début par dénoncer ceux qui, parmi les Occidentaux, ont commencé par exemple par l'approche, par les aspects de la culture ottomane, pour ensuite en déduire tout le reste, et d'autres qui ont basé leurs travaux d'abord sur le travail sur le persan et les traditions persanes, etc. Et pour lui, on ne peut pas séparer les 3. Et donc, il en fait un seul ensemble. Et il utilise, disons, la notion de, comment dirais-je, la notion d'une sorte d'intégration culturelle des peuples, etc., qui se sont très vite identifiés avec la nouvelle religion et qui en ont fait, disons, le principal marqueur de leur identité. Sur cette question d'évolution, disons, d'adoption rapide de l'islam dans différents contextes culturels, il y a un autre travail qui apporte des lumières très importantes, qui est d'ailleurs par un autre Hudsonien, si je puis dire, par Richard Bulliett, qui, dans un article très, très important, à mon avis, essaye de suivre les lignages, ou plutôt les lignages, c'est cela, de la noblesse persane, pour montrer par la suite que les conversions se sont produites d'une manière déterminée et qui permet de voir les choses d'une manière bien particulière. Cette idée d'intégration de ces peuples dans le cadre d'une seule conception, d'un système d'idéaux, etc., est telle qu'elle fait que pour Hodgson, la civilisation musulmane est la seule, peut-être, où la culture musulmane se distingue par le fait qu'elle ignore ou qu'elle laisse l'héritage culturel des civilisations antérieures. C'est comme si, pour le dire selon l'expression de Ernest Gellner, c'est comme si Dieu avait choisi de changer son éditeur, la maison d'édition dans laquelle il publie son livre. Parce que là, les musulmans semblent avoir ignoré, des premiers moments, semblent avoir ignoré tout ce que les civilisations persanes, les civilisations, disons, grecques, etc., tout l'héritage grec de la région, tout aurait été ignoré en grande partie au moment de la construction de la vision musulmane des choses. Je dis musulmane, pas islamique. Donc, à cela, il y a encore plein d'autres concepts qui pourraient être mentionnés, mais je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que Hodgson a non seulement fait ce travail, il a d'autres travaux qui sont restés un peu connus. Il a un article dont j'ai amené, je crois, une copie ici, où il compare l'islam et le christianisme comme conception d'ensemble du monde. Et là, c'est un article qui est superbe, qui mériterait une bonne étude, une bonne traduction, avec une bonne étude, ça ferait l'objet d'une bonne publication, si je peux dire. Donc cet article-là, cette comparaison reste un peu méconnue. Il a aussi d'autres articles, dont un qui ressemble étrangement à un syllogisme aristotélicien, mais un syllogisme avec 11, au lieu d'une seule introduction, une seule majeure, 11 majeures, et une conclusion, où il veut montrer que tous les historiens, quels qu'ils soient, sont en fait des théologiens sans le savoir. Que histoire et théologie, en fin de compte, convergent à un point, parce que chaque historien, quand il choisit son sujet, quand il choisit un thème, adopte déjà une vision au préalable de ce qu'est l'histoire et de ce qu'il veut donner et de ce qu'elle peut donner, etc.